Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette rencontre dans le cadre du Live Littérature Festival de la Villa Gilet. Rencontre avec Will Self. Bonjour Will, est-ce que tu m'entends? Hi Sylvain, comment ça va? Comment vas-tu? Bien. Will Self est à Londres et donc Yeah, very much so. on Effectivement, je va suis à Londres. On va s'entretenir à distance tous les deux et l'idée ce soir, c'est de parler de ce nouveau livre, Will, qui vient de paraître en traduction française et qui occupe, je crois, une place à part dans la liste assez considérable maintenant des livres que Will Self a publiés. Parce qu'il s'agit d'un livre autobiographique, on va s'en rendre compte, qui revient sur des années particulières. Et j'en dis pas plus pour l'instant. Et ce que je voudrais, Will, c'est que tu m'expliques au fond, parce que c'est la question que je me suis posée d'abord, c'est pourquoi ce livre maintenant? Est-ce que tu as vécu des choses qui t'ont en quelque sorte requis d'écrire ce livre? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a 15 ans? Ou pourquoi pas dans 15 ans? Merci Sylvain, je suis ravie de te revoir, même dans ce nouveau monde très bizarre et même dans ce nuage où on mélange le vrai et le pas vrai. Alors c'est vraiment une très bonne question. Alors moi j'ai passé la dernière décennie, je pense la plus grande partie de ma vie en tant qu'écrivain en train de travailler sur des livres ambitieux, une trilogie. 2 ont été publiés en France, Umbrella, Parapluie et puis Shark, Requin. Le troisième n'a pas encore été publié, Téléphone. Et j'aurais tendance à dire que dans le monde anglo-saxon, la situation de l'homme, l'écrivain de la quarantaine, de la cinquantaine, est devenue très compliquée. Sa vie est devenue un petit peu compromise et j'ai senti que cela allait être le cas. Je l'ai senti il y a 4 ou 5 ans et je me suis dit, tiens, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je protège, que je préserve la confiance de ma maison d'édition. Il faut que je leur propose une œuvre qui va se vendre. Donc je dois être honnête, il y a eu un peu de calcul. Je me suis dit, j'ai besoin d'écrire quelque chose qui sera acheté. Mais bien sûr, il y a d'autres raisons également. La trilogie de romans que j'ai écrits cela constitue un arc, une période de ma vie en tant qu'écrivain. Et de la même manière que la prose dans ces romans a été dominée par les 3 points, par l'ellipse, après ces 3 points, après cette trilogie de romans, forcément, il faut trouver autre chose. Il faut quelque chose qui coupe, qui change, qui tranche avec ce que j'ai écrit. Et cette partie mémoire constitue un écart de ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant. Et je pense que nous rentrons dans une période très, très différente. Et là, je ne parle pas seulement de la pandémie, je ne parle pas de toutes ces choses évidentes qui se sont passées récemment, mais je parle sur le plan démographique, sur le plan générationnel. Et vraiment, vraiment, je pense que encore plus que Pete Townsend pendant les années 60, qui a dit, et je cite, « J'espère que je vais mourir avant d'être vieux », la génération punk, c'était la génération qui vraiment, vraiment espérait qu'elle allait décéder avant de vieillir, et puis nous voilà. Nous voilà avec un futur et l'envie ou le besoin de se pencher sur le passé, en fait. Quelle expérience a été l'écriture de ce livre? Parce que c'est l'autre question que je me suis posée. Je me suis dit, mais ça a dû être une expérience particulière par rapport à d'autres types d'écriture que de se replonger dans une période, dans des états, dans des sensations, dans des visions du monde. Et je ne parle pas là seulement du fait de retrouver un contexte politique, l'Angleterre de Margaret Thatcher, du fait de retrouver un contexte culturel,
tu parlais du punk, la musique, le reggae aussi qui est présent, et de retrouver un environnement, une ville avec des quartiers qu'on a habités. Mais je parle des expériences qui sont au cœur du livre, qui sont des expériences de drogue, qui sont des expériences d'addiction, qui sont les premières tentatives, les premiers essais, la découverte de ce monde des drogues. Comment as-tu vécu le fait de rééprouver, je ne sais pas comment on peut dire, quel est le bon verbe d'ailleurs pour qualifier ce travail de retour sur expérience? Alors, bien sûr, j'ai utilisé une grande partie de mon expérience auparavant dans ma fiction, et tout à l'heure, vous avez listé les différents livres qui ont été publiés. En Angleterre, il me semble que j'ai publié 25 livres, peut-être 20 qui ont été traduits en France. C'est beaucoup de mots, beaucoup de mots. Et je pense que toute œuvre de fiction constitue une biographie psychologique d'une certaine manière. Et très souvent, il est bien plus facile de dire la vérité à travers une construction, à travers un écran, que plutôt de dire les choses honnêtement. Et Will, je pense, en France, aurait été comme roman, comme autofiction. Et même en Angleterre, c'est plutôt vu comme étant une fiction. Les critiques britanniques ont eu beaucoup de mal à savoir dans quelle catégorie mettre ce livre, parce que bien sûr, ce qu'ils aiment, c'est que les gens disent « Ah, j'étais un monstre par le passé, mais maintenant je suis quelqu'un de fabuleux ». Ils voulaient l'arc dramatique, ils voulaient que l'auteur puisse se mettre à part en dehors du texte en disant « ça c'était moi quand j'étais jeune, je suis plus du tout comme ça, vraiment j'ai appris ma leçon, je suis désormais un citoyen respectable, je suis quelqu'un de formidable ». Et voilà, ça c'est un texte qui refuse à 100% toutes ces certitudes, très volontairement. Je refuse catégoriquement. Dans les dernières pages du livre, par exemple, on a l'impression qu'on joue beaucoup sur le fait que, ben voilà, Derrida, il écrit toujours sur le fait qu'on ne peut jamais connaître la fin d'une phrase, même si on commence au début. Il y a toujours quelque chose dans le langage qui fait qu'on ne peut pas savoir ce qui va venir par la suite. Ça fait que toute expérience est inattendue. Et j'aurais tendance à dire que lire ce livre, bah, c'était comme lire un roman. C'était comme si j'écrivais un type de roman particulier ou spécifique, mais la seule différence, c'était au niveau des travaux de recherche. Comme vous le comprenez si justement, il s'est agi de me reconnecter avec ce jeune homme qui, au début du livre, est là, il est dans une rue dans le sud de Londres, et il sait pertinemment qu'il est sur le point d'être paralysé par le fait qu'il va cesser de prendre de l'héroïne. Il est en manque, il n'a pas d'argent, il est en retard pour son travail, il a 24 ans, 25 ans. La question, c'est comment est-ce que moi, je pouvais me reconnecter avec ce type? C'était il y a 30 ans. Comment est-ce que je peux savoir aujourd'hui ce à quoi il pensait, ce qu'il avait en tête? Et la réponse est que je ne savais pas ce qu'il avait en tête, mais une fois que j'ai commencé à penser aux sentiments, que j'ai senti de l'empathie pour ce jeune homme, et ça, c'est essentiel. Il fallait absolument que je me dise, ce n'est pas moi. Par exemple, je ne pense pas que moi, je suis la même personne que Will dans le livre. Absolument pas. Comment est-ce que cela peut être le cas? Moi, je suis un homme de 59 ans aujourd'hui avec 4 enfants, 4 grands-enfants. J'ai écrit 25 livres. Et Will, c'est un gamin de 24 ans qui bosse dans un boulot qui n'a aucun avenir, et il a besoin d'avoir ses shoots d'héroïne. On n'est pas du tout la même personne. Mais une fois que j'ai commencé à ressentir cette empathie pour lui, et une fois que j'ai commencé à compatir aussi, et c'est ça le point important, lorsqu'on écrit dans le présent continu et lorsqu'on écrit à la troisième personne, ce qui est important, c'est que simultanément, il faut maintenir une certaine distance, la distance nécessaire pour pouvoir ressentir de l'empathie, pour ne pas être submergé par le ressenti des mêmes sentiments de nouveau. Mais une fois que j'ai pu me reconnecter avec ce jeune, tout m'est revenu. Ce à quoi je pensais, quelles étaient les conversations, ce à quoi ressemblaient les gens, quelle était l'ambiance, l'atmosphère à l'époque, tout est revenu, mais à toute vitesse. C'était comme Bergson, Proust, la mémoire, les souvenirs involontaires. Poum, ça vous arrive dans la figure. Et surtout, parce que je parlais du manque, je voulais parler du manque par rapport à l'héroïne. Le manque, c'était vraiment ce qui me revenait. Au fond, tout est dans le titre du livre, quoi, parce que c'est Will, avec la polysémie du mot, avec la référence à ton prénom, et sachant que ton nom de famille est Self et qu'il n'y a pas le self dedans, en fait.
Ah. Alors, il n'y a aucun sens d'un monde plus large, d'un monde plus vaste. C'est vraiment focalisé à 100%. Je pense que c'est écrit dans ce qui était dit comme Kafka. Disons, Kafka a commencé à l'utiliser comme dans la métamorphose. En anglais, cela s'appelle monospectral, ou c'est l'indirect. On est fortement lié à ce personnage, mais on n'est pas à 100% dans sa tête. C'est vraiment cette sensation très bizarre que l'on peut avoir quand on joue à un jeu vidéo par rapport à l'avatar. C'est-à-dire, bien sûr, on doit suivre l'avatar, même si l'avatar va perdre au final, même si l'avatar prend une overdose, voyage beaucoup pour essayer de s'échapper à son habitude en tant qu'addict. Et moi, disons, pour moi, en tant que figure socio-économique qui a un rôle à jouer aujourd'hui, bien sûr, il fallait que je me pose la question de l'empathie, Sylvain. Et je ne sais pas si vous ou les autres personnes qui écoutent aujourd'hui, si vous pouvez vous identifier à cela, mais lorsque je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qui me préoccupait lorsque j'avais 20 ans, ce n'était pas la philo, ce n'était pas la politique, ce n'était pas les déclarations idéologiques, c'était plutôt avec qui est-ce que j'ai envie de coucher, avec qui est-ce que j'ai du mal, même si je couche avec, et je voulais surtout pouvoir me droguer et j'avais des problèmes d'inquiétude d'où allait venir ma dose. Et vous ne pouviez pas savoir à travers ce livre que j'étais très active sur le plan politique à l'époque. Vous ne pouvez pas vraiment savoir quel a été mon personnage social au-delà du fait que j'avais cette addiction. Vraiment, vraiment, mon intention était de focaliser à 100% sur l'addiction. Alors, le livre est donc effectivement à 100% sur l'addiction de Will, ce jeune étudiant ou post-étudiant qui, au fond, a fait l'apprentissage d'une culture des drogues, l'apprentissage pratique, je veux dire. Mais avant cet apprentissage pratique, il disposait déjà d'une sorte de bagage théorique ou de bagage littéraire des drogues. C'est pas comme si c'était arrivé après. Et ça, c'est très important aussi, ce choix d'avoir ce personnage qui est issu d'une famille dans laquelle on n'a pas caché l'existence des drogues, on lui a même plutôt expliqué que ça existait, comment ça marchait. Il n'y avait pas de jugement moral. Ça c'est aussi très important parce que du coup, c'est peut-être ce qui permet, ce qui te permet encore aujourd'hui, si longtemps après, de t'abstenir d'un jugement moral sur la question. Alors, ça, c'est un très, très bon point, Sylvain. Je n'y avais jamais vraiment pensé ainsi, mais je pense que vous avez absolument raison. Mes parents, par exemple, mon père est né en 1919 et ma mère est née en 1922. Mon père, il était adulte avant la Deuxième Guerre mondiale. Ma mère, elle était américaine et elle installait des radios dans les avions qui venaient bomber, qui venaient lâcher leurs bombes. Donc, ils n'étaient pas de la génération des années 60. Et pourtant, ils ont bien réagi par rapport à cette décennie. Aux années 60, en Angleterre surtout, il y a eu cette perte, on va dire, d'inhibition ou de boussole morale. Il y a eu une césure complète à ce niveau-là. Et même mes parents, mon père était universitaire, ma mère travaillait dans une maison d'édition. C'était des intellos et ils sont quand même tombés dans ce trou, entre guillemets. On était très peu supervisés. Moi, en tant que gamin, j'étais libre, à 100% libre, à partir de l'âge de 12 ans. Je pouvais me balader là, partout où je voulais, faire ce que je voulais. Et tu as raison, même si ma mère était un petit peu prétentieuse, elle disait qu'elle fumait de la drogue avec Timothy O'Leary, elle disait qu'elle le connaissait pendant les années 50, je ne la crois pas trop. Et mon père, lui, il était très blasé par rapport aux stupéfiants parce qu'il ne savait pas vraiment ce que c'était. Il se disait que la drogue, c'est un truc un peu bizarre, c'est une autre sorte d'alcool. Mais Sylvain, tu as entièrement raison, il n'y a eu aucun jugement moral au sujet des drogues. Et c'est peut-être pour cela que
d'une certaine manière, et d'un point de vue anthropologique de l'utilisation de drogue, ça c'est moi. Il n'y a pas tellement la question est-ce que tu es fou ou pas qui se pose. Non, moi je prends le point de vue sociologique. Mais pour parler de la culture des drogues, tu as entièrement raison aussi. Ce qui est détonnant avec les années 70, la fin des années 70, c'est que les pays occidentaux, ils avaient quelques centaines ou de milliers de drogués toxicomanes sous l'emprise de l'héroïne. Et puis tout d'un coup, ça s'est envolé en France et en Angleterre. Et l'un des facteurs contributeurs, cela a été la chute de la dynastie du Shah en Iran. Et bon nombre de personnes des classes moyennes sont arrivées en Europe avec la drogue. Et cela a ouvert de toutes nouvelles routes jusqu'à ce qui s'appelait l'avenue dorée, où il y avait toute la production d'héroïne, tous les territoires qui produisaient, tels que l'Afghanistan et les Indes du Nord. Et donc, toute la situation a changé radicalement. Et cela a changé pour Will au début. Will, il était au courant de tout ce qui était en train de changer. Pourquoi? Parce que lui, il avait lu tellement de choses. Il avait lu tout ce qu'il y avait à lire sur l'opium, sur les toxicomanes britanniques. Il avait lu le livre de Crowley sur ce qui se passait sur la scène des drogues. Il savait ce qui s'était passé. D'un point socioculturel, il savait tout ce qu'il y avait à savoir. Et je pense que cette grande présence littéraire qui était là dans la tête de Will à l'époque est là dans ce livre, dans Will. Parce que j'ai souvent cette conversation avec des ex-toxicomanes de ma génération et on se pose la question, on s'est dit merde, on a lu des trucs sur des toxicomanes et puis on est devenus des toxicomanes. Alors que dans le livre de Burroughs, il essaye de faire semblant, il essaye lui de dire que voilà, il a été dénobli, c'est-à-dire que c'est vraiment la première personne, le premier homme intellectuel à devenir héroïnomane et à rentrer dans ce monde souterrain de l'addiction. Et moi, j'ai voulu inverser cette proposition. Moi, j'ai voulu montrer que ma génération, et je pense que c'est la même chose pour toi, même si toi, tu es arrivé un petit peu en retard, la génération des punks, nous, on n'est pas comme ça. Nous, on a tout fait en sachant, on avait les yeux grands ouverts, on comprenait ce qui se passait, on y allait volontairement. Est-ce que tu as ressenti, pour écrire ce livre, le besoin de relire des textes qui participent de cette culture de la drogue? Tu citais le livre de Burroughs, on peut parler de Crowley que tu mets en exergue, etc. Est-ce que tu as eu besoin de relire ces textes? Je les relis, je les revisite, je l'ai fait toute ma vie. Je pense que Burroughs, son livre Junkie, Toxicomane, j'ai dû le lire plus de 20 fois, bien plus de 20 fois. Il est dit que si on est sur une île déserte et si on n'a aucun livre, on se souvient absolument de tout ce qu'on a lu. Et bien sûr, ce serait l'un des livres que je pourrais très certainement réciter dans le détail sans trop de soucis. Je trouve que c'est un livre très courageux et j'ai même enseigné à partir de ce livre. J'enseigne la littérature et la philosophie à l'université, donc j'ai même enseigné en utilisant ce livre. Je le connais très très bien et cela ne m'a posé aucun problème de le revisiter. Et pareil pour toute l'autre littérature. Kurt Vonnegut a dit par exemple qu'au-delà de l'âge de 60, dans le sens de la construction du récit, la vie d'une personne est terminée. Ce n'est plus que l'épilogue par la suite. La structure de la vie a déjà été définie. Et cela aurait été ridicule de ma part que de dire que les drogues n'avaient pas joué de rôle essentiel dans ma vie. L'héroïne, j'ai cessé de l'utiliser à l'âge de 40 ans. Et c'est tard hein, que ce genre de comportement perdure aussi longtemps. C'est wow. Et donc, moi, j'ai dû rester immergée dans cette littérature. Et en plus, si je pense à ce que j'ai vu pendant ma vie en tant qu'adulte, c'est encore une fois, il ne s'agit pas seulement de l'épidémie de l'héroïne pendant les années 70, la fin des années 70 et les années 80, qui n'est jamais disparu, mais les autres épidémies pour tous ces médicaments qui sont prescrits en pharmacie et qui ont continué d'envahir le marché et qui ont fait perdurer ce marché d'addiction dans les pays occidentaux à ce jour. Et aujourd'hui, cela fait partie de la corruption des sociétés pharmaceutiques qui sont là pour corrompre notre santé et notre milieu.
Mais justement, l'expérience que peuvent faire surtout ces Américains qui mangent des opioïdes donnés par les médecins avec ces profits considérables des laboratoires, hein, tout ça est maintenant connu, n'avaient probablement pas du tout le sentiment de participer de cette culture de la drogue. En fait, ils étaient des sortes d'autodidactes, si on les compare aux expériences de ta génération. Je sais pas, je pense que c'est très différent comme situation en fait. Peut-être plus difficile pour eux parce que quel sens peuvent-ils mettre, comment investir cette expérience d'une signification? Alors, je pense que tu as tout à fait raison. Bien sûr, je n'ai pas énormément d'expérience dans le monde souterrain des drogues contemporains, mais j'en ai un petit peu. De temps en temps, j'avoue, par exemple, que j'accompagne une personne sans domicile fixe. J'essaie de voir quelle drogue cette personne prend et quelle est la situation actuellement au niveau de la culture. Mais tu as raison. Cela a perdu sa raison d'être en français dans le texte, c'est-à-dire que nous, on avait cet aspect avant-garde artistique, c'est cela qui nous intéressait. C'était tellement tabou, on voulait briser les tabous. Donc, c'était ça qui était sous-jacent, qui était lié à tout ce qu'on faisait. Toutes les personnes qui consommaient des drogues qui n'étaient pas acceptées, qui avaient des pratiques sexuelles qui n'étaient pas acceptées. Ça, c'était vraiment les sous-cultures qui allaient avec le côté avant-garde. Or, à notre époque contemporaine, il n'y a pas d'avant-garde. On vit aujourd'hui dans un monde de Jean Foucault où chacun observe son voisin, on peut dire tout ce qu'on veut dans l'Occident, mais c'est simplement que personne n'écoute. Et c'est justement parce que personne n'écoute qu'on peut dire tout ce qu'on veut, peu importe. Mais dans un monde avant-garde, en règle générale, toute pensée qui va à l'encontre de ce qui est la norme, ça va être vendu, ça va être produit de façon industrielle. Et d'une certaine manière, tout ce qui était punk, le détournement des vérités, l'exagération des idées, ça a créé le précédent pour ces idées-là, et ça voulait dire qu'il fallait toujours exploiter tout ce qui pouvait être exploité. Donc, tu as raison, ceux qui prennent du fentanyl et tous ces autres médicaments, hillbilly, l'héroïne des pecnos, comme on dit aux États-Unis, ils ne peuvent même pas se rassurer en se disant on est des rebelles. Ils n'ont même pas cette possibilité-là. Or, la culture qui domine désormais dans le monde des drogués est devenue de plus en plus médicalisée, comme toute autre partie de notre société. Aujourd'hui, par exemple, si on est toxicomane, on est décrit comme ayant une pathologie. Et d'une certaine manière, je trouve que c'est presque pire que de juger les gens moralement pour ce qu'ils font. Et alors, de quand daterais-tu cette fin des avant-gardes? Est-ce que cette génération punk, c'est la dernière, c'est le dernier moment? Alors, je pense qu'en 84, c'était déjà terminé. En 1984, c'était la fin. Et c'était une très bonne année. C'est une excellente année pour que cela prenne fin. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que voilà, peut-être que je vais écrire un deuxième livre, mais une fois qu'on arrive en 91, donc 7 ans après, Will, il habitait en dehors d'Oxford, il avait un enfant, il était marié, et il était encore toxicomane, mais il était assis dans son jardin de sa maison à la campagne, en train d'écouter le son de raids à travers le pays, parce que là où nous habitions, juste à l'extérieur d'Oxford, c'était vraiment l'épicentre du mouvement des raves sur l'acide. Cela s'appelait l'été de l'amour, ou plutôt l'été de l'amour avait eu lieu 2 ans avant, et Will, pendant ces années 30, il adore l'ecstasy de la même manière que Will, quand il avait 20 ans, il adorait la cocaïne et l'héroïne. Will, il avançait avec son époque, mais ce dont il s'est rendu compte avec l'acide, c'est que ça n'a aucun impact sur la culture du mainstream. Si on revient en arrière, si on regarde la génération Beat, par exemple, ils impactaient énormément
la culture. La même chose arrivait à Paris, où vous aviez la rive gauche, les intellectuels, par exemple. Ça pouvait être Yves Klein qui faisait de l'amphétamine, ou Juliette Gréco et ses chansons. C'était des personnes très, très avant-garde, des mouvements très avant-garde. Puis vous avez eu les hippies qui influencent encore certains environnements. Les choses du monde hippie, petit à petit, sont devenues très importantes dans le monde mainstream, de la même manière que mes parents ont été influencés par les années 60. Le monde des punks avec son cynicisme, c'est encore notre époque. Acid House, c'était vraiment un écho un peu plus faible, mais aucun autre mouvement depuis les années 60 n'a pu perdurer dans la société occidentale, à part le hip-hop. Ça n'a quasiment pas eu d'impact sur la société du mainstream. Maintenant, s'agissant du hip-hop, j'aurais tendance à dire que le hip-hop, c'est vraiment une itération classique de la discussion maître-esclave qui perdure. Et bien sûr, c'est la culture des anciens esclaves afro-américains. Pour revenir au livre, Will, il est construit autour de moments. Et il n'est pas chronologique d'ailleurs, pas tout à fait. Comment as-tu décidé de construire ce livre? Pourquoi l'avoir écrit en s'arrêtant sur des moments? Comment as-tu choisi ces moments-là? Même les écrivains les plus modernistes, et certains disent que je suis postmoderniste, d'autres disent que je suis un moderniste. Quel que soit l'écrivain, le critique Robert Adams dit que le modernisme et les modernistes sont obsédés par les œuvres qui sont translucides, les œuvres que l'on comprend à 100% et où il y a de la lumière qui traverse l'œuvre. Par exemple, Marcel Duchamp, The Bride Stripped Bare, et cela s'intitulait également Le Grand Verre, c'est comme un grand verre transparent. Donc moi, ce que j'essaie de faire d'un point de vue moderniste est de créer des surcouches, et j'essaie de faire se superposer une époque avec une autre. Et cela crée des épisodes très courts. Et comme je l'ai dit, même les plus avant-garde des écrivains ont besoin d'attirer l'attention de ses lecteurs. Donc, j'essaie d'avoir des incidents très, très dramatiques. Dans la première scène avec laquelle on ouvre, où il y a un accident de voiture, et chaque scène a au centre quelque chose, un incident très, très dramatique. Mais tout autour, je positionne les flashbacks au passé immédiat, afin de pouvoir vous donner un sens de comment ce personnage, comment ce Will a changé ou pas changé pendant la période ou les moments qui s'en suivent. Donc tout cela, c'était assez logique, cela correspondait à ma façon de réfléchir, c'est-à-dire il y a des arcs orthodoxes pour le récit et il y a une approche orthodoxe que l'on peut adopter, mais cela ne correspond plus à la condition actuelle, à la condition psychologique. Ces arcs logiques décrivent un monde victorien, un monde fermé, des psychés fermés qui sont en connexion avec un pouvoir omniscient et un Dieu omnipotent qui est là, qui se met à l'écart du monde et le fait de la même manière que le narrateur reste en dehors du texte. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Mais aussi, Sylvain, étant donné cette méthode d'empathie dont j'ai parlé, ces moments furent des moments dont je me suis souvenue, mais vraiment à 100%. C'était des moments bizarres, des moments extrêmes, des moments dérangeants. Et ce sont des moments qui sont fortement imprégnés en mon être. Donc, il y a eu un choix évident. Je savais quel moment je voulais décrire. Et puis, il y a eu toute la temporalité. Le livre démarre lorsque Will a 17 ans, il prend de l'héroïne pour la première fois. Et on peut dire que c'est sa réponse vis-à-vis de l'élection de Margaret Thatcher. Il décide de prendre de l'héroïne pour la première fois lorsqu'elle est élue. Et puis le livre prend fin en 1986, 7 ans plus tard, où il est dans une clinique de réhabilitation. Et donc la question, c'est qu'il fallait espacer les choses, il fallait espacer la chronologie. Donc j'ai eu un jeu entre ces deux vecteurs-là. Oui, et le livre se termine quand même par cette expérience de rehab. Il fallait absolument que ça soit dans le livre.
Oui, je pense vraiment que oui, je devais l'inclure. Peut-être que si je ne l'avais pas inclus, oui, disons, peut-être que je me suis imaginé à un moment donné que j'allais écrire la suite, mais il faut dire que cette culture de la réhabilitation, c'est une culture qui fait tout autant partie de la culture des drogues que le fait de prendre des stupéfiants. Donc, de la même manière que bon, ça va de soi, c'est évident lorsqu'on y pense. Vous avez tout un ensemble de personnes qui sont addictes à l'héroïne pendant les années 80 et bien au-delà. Bah, bien sûr, le nombre de centres de réhabilitation, le nombre de cliniques, le nombre de réunions pour empêcher les gens de replonger, tout cela est démultiplié. Le nombre d'unités pour lutter contre la dépendance, le nombre d'associations, tout a augmenté de façon incroyable. Et donc, s'il y a une culture qui suit la culture des drogues aujourd'hui, paradoxalement parlant, c'est la culture thérapeutique. Donc, au lieu de rencontrer les addicts qui connaissaient William Burroughs ou Thomas de Quincey ou Henri Michaud et ainsi de suite, ou Baudelaire, bah, aujourd'hui, il faut rencontrer des addicts qui, eux, connaissent la maladie, les théories de la maladie ou les différentes sortes de thérapies, le point de vue de Freud par rapport à l'addiction et la nature de l'addiction, etc. Je voudrais qu'on parle maintenant de la langue anglaise qui est dans ce livre et qui, comme toujours, la matière première de tes livres et ce qui les rend peut-être d'abord et avant tout passionnants et saluer une nouvelle fois le travail de traduction en français de Francis Kerlin parce que ce ne sont pas des livres faciles à traduire, ce sont des livres avec lesquels on prend aussi beaucoup de plaisir à les lire dans la langue originale. J'ai deux questions par rapport à ça. La première, c'est par rapport à l'état de la langue anglaise de ces années-là. Dans quelle mesure tu as essayé de faire un effort pour retrouver un lexique, des tournures, des expressions dont tu pouvais te souvenir, ou est-ce que tu t'es pas posé la question et tu as écrit parce qu'on est au 21e siècle, assez longtemps après, 40 ans après tout ça? C'est une très bonne question. Encore une fois, tu as absolument raison. Et cela me fait penser, encore une fois, que les années 70, cette période où j'étais ado, c'est une période qui était très, très importante au niveau du langage. Alors, la langue anglaise, c'est une langue qui est à base d'argot. Il y a deux ou plus de langues qui ont été rejointes. Vous avez l'anglo-saxon d'un côté, vous avez le latin, vous avez le français normand. Tout cela est réuni en une seule langue. Donc, ce n'est pas vraiment une langue qui est aussi classique que le français, par exemple. Ce n'est pas une langue aussi régulière. C'est une langue qui a toujours été ouverte. C'est une langue qui a toujours été poreuse. Une langue qui est ouverte à d'autres influences. Mais pendant les années 70, en particulier, au niveau de la langue proprement dite, cette langue reflétait la classe, les changements, les déplacements au niveau des classes à l'époque en Angleterre. Quand moi j'étais gosse, par exemple, les gens, la classe ouvrière ne parlait pas du tout comme les classes moyennes, et ce n'est plus du tout le cas. Maintenant, il y a une zone intermédiaire, une zone linguistique intermédiaire, et je pense que c'est la même chose en France aussi, entre la classe ouvrière et les classes moyennes, mais ce n'était pas la même chose pour nous quand on était gamin, Sylvain. Soit on parlait avec l'accent qu'il fallait, avec le vocabulaire qu'il fallait, soit on travaillait comme une personne de la classe ouvrière, ou on essayait de faire semblant, on essayait de donner l'impression qu'on savait y faire. Et ceux qui faisaient semblant, c'était ces personnes qui ont constitué l'un des vecteurs qui ont commencé à introduire un autre vocabulaire, un vocabulaire qui a commencé à corrompre l'académie d'une certaine manière. Et les drogués, ils étaient dedans. Les toxicos, on les considérait comme étant des criminels, ils l'étaient, et forcément, ils ont leur propre argot parce qu'ils essaient d'éviter qu'on les comprenne. Et bien sûr, exactement comme les criminels, et bien sûr, pour être toxicomane, il faut être criminel, il faut avoir des contacts avec des criminels, et ainsi, les deux types d'argot ont fonctionné, ont très, très bien fonctionné de pair. Et de plus, un autre vecteur
pour que les drogues fassent partie de la culture mainstream, c'était les communautés des immigrés. Les drogues ont aussi constitué un autre vecteur pour introduire d'autres termes de d'autres langues, en provenance d'autres langues. Dans le cas du Royaume-Uni, par exemple, les dialectes des Caraïbes sont devenus très très courants pendant les années 70 et 80. Les mots de l'Asie du Sud-Est également sont rentrés dans le vocabulaire, des mots turcs, tout un tas de choses. Et donc le langage est devenu, la langue est devenue beaucoup plus poreuse. Et j'essaie d'illustrer cela dans le texte que vous pouvez lire dans le livre, c'est-à-dire vous êtes témoin. Vous voyez Will qui très clairement est un jeune homme qui est très très intéressé par la langue, par le langage, et il commence à incorporer toutes ces phrases, ces argots. Il les incorpore dans sa façon de parler, il ironise dessus aussi, il utilise ces mots de façon ironique en les mettant entre guillemets, alors que ce n'était pas forcément le cas. Et je pense que c'était ça le début. Or, aujourd'hui à Londres, si on se balade à Londres, on peut s'arrêter, fermer les yeux, écouter une jeune personne parler et on ne peut pas savoir si le jeune est noir ou blanc. Aujourd'hui, si on rentre dans le centre de Londres, il y a un accent standardisé qui s'appelle le Jafaican ou le Cockney. C'est un petit peu un patois jamaïcain et puis c'est du Cockney londonien. Donc tout a beaucoup changé. Je pense que nous, en tant qu'anciens toxicomanes, on peut être fiers du rôle qu'on a joué. Pour rester sur la langue et sur l'écriture, il y a beaucoup de mots en italique dans le texte. Quel est leur statut? Alors, les italiques jouent un rôle très, très important. Je pense qu'il n'y a qu'un critique qui a réellement compris. C'est le type qui a écrit un article sur ma trilogie, la trilogie sur Los Angeles, c'est pour le Los Angeles, le book review. Mais ces italiques, Sylvain, c'est ce moment où on a pensé à quelque chose de façon incohérente et puis tout d'un coup, cela devient des mots dans votre tête. C'est le moment où vous tendez vers une prise de conscience de soi lorsqu'on se parle directement en étant conscient. Par exemple, je peux me dire, où sont mes clés? Où est-ce que j'ai foutu les clés de la voiture? Où sont les foutues clés? Merde, je les ai laissées là, je m'en souviens. C'est là que les italiques voient le jour. C'est lorsqu'on est vraiment en train de réfléchir en utilisant des mots. Et c'est censé fournir, et peut-être que cela ne marche pas bien pour les lecteurs, mais c'est censé fournir ce sens. Parce que moi, par exemple, je suis peut-être ravie par les philosophes du XXe siècle, comme beaucoup de Britanniques, mais je ne pense pas quand même que l'inconscient est structuré comme une langue, comme le pensait Lacan. Et je pense effectivement que nous réfléchissons en dehors du langage. Je n'ai aucun doute quant à ça. Je pense que nous réfléchissons au sein de nos cours, nous réfléchissons en images, nous réfléchissons en intuition, en idées autres. Sartre, par exemple, disait qu'on pensait en nausée ou à travers la nausée, et j'y crois. Et donc, ces italiques sont censés vraiment mettre en exergue et insister sur le fait que le reste du texte décrit des choses bien plus complexes au niveau du ressenti, au niveau des pensées qu'on ne peut pas exprimer à travers le langage. Et puis, tout d'un coup, il y a certaines choses qu'on exprime à travers le langage. Une dernière question, Will, parce qu'on arrive au terme de l'entretien, des 40 minutes, mais une dernière question sur... On a parlé du voyage vers le passé, de la dimension temporelle, au fond, de cette expérience d'écriture, mais je crois qu'il y a aussi une dimension géographique, une dimension du paysage, et en te lisant, je repensais à ces très beaux films de mini-série de Steve McQueen que j'ai vu récemment, Small Axe, qui est l'occasion de revoir un Londres que j'ai pu connaître à la fin des années 70 ou au début des années 80. Et je pense en particulier au deuxième épisode et cette fête dans une maison de Notting Hill avec des Jamaïcains, et qui est un film extraordinaire. Et je me suis dit, au fond, on a là une forme de retour sur un territoire, pour reprendre un mot à Ballard qui était cher, un territory. Ah, je ne l'ai jamais quitté. Je n'ai jamais quitté ce territoire. Je suis un paysan de Londres, Moi, je suis vraiment
à moins d'1 kilomètre de l'endroit où cette histoire démarre. Je ne suis partie nulle part. Moi, personnellement, je ne suis partie nulle part, mais il y a un self qui habite à cet endroit à Londres depuis 5 générations. Nous sommes des paysans de Londres. Donc, bien sûr, il s'agit de territoire, surtout dans un monde globalisé. Et comme je l'ai dit, l'addiction à l'héroïne, c'est une fonction de la globalisation comme toute autre chose qui existe aujourd'hui. Néanmoins, le paradoxe est le suivant, et j'espère que j'illustre cela dans ce livre, que si on veut être un junkie pendant cette période, il faut être un chasseur-cueilleur. C'est qu'il faut exister, il faut connaître son territoire, il fallait marcher partout parce qu'on n'avait pas d'argent, parce qu'on dépensait tout son fric sur de l'héroïne. Donc, il fallait vraiment être un chasseur-cueilleur comme dans le temps. Et Londres, à cette époque, était très, très différent. La ville, par exemple, depuis la pandémie, la ville a perdu à peu près 1 million d'habitants. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la population de Londres a chuté de 2 millions à peu près. Et cette population n'est pas revenue avant les années 80, les années 90. Donc, la ville était quasiment vide. Et moi, j'espère que j'ai réussi à capturer ce sens du chasseur-cueilleur chargé en héroïne. Merci beaucoup, Will. Will Self, donc je rappelle le titre de ce livre, Will, qui paraît aux éditions de l'Olivier, dans une traduction en français de Francis Kerlin. Merci. À bientôt. Lovely to see you, Sylvain. Au revoir, Lyon. Sylvain, ravi de vous voir, Sylvain. Vraiment ravi de vous voir, Lyon. Merci. Au revoir.